Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de... Eh bah, trop d'enthousiasme. On est lundi qui suit Hell in a Cell, je me suis couché très tard du coup, vers 5h du mat. La bonne fatigue, mais ça valait le coup parce que c'était un bon PPV. Donc on va revenir sur ce PPV en évoquant les matchs du moins bon au meilleur. Alors le pire match de la soirée a, je pense sans conteste, été le main event. Roman Reigns contre Braun Strowman. Il n'y a pas eu de vainqueur. Alors j'ai mis D+, à ce match, ça peut sembler dur, mais en fait c'est une note qui a beaucoup voyagé dans le courant du match. Le corps du match en lui-même, si vous voulez, était bien. Il n'y avait pas grand-chose de stellaire. Quand Braun Strowman a fait son running power slam à Roman Reigns, c'était sûr que Roman Reigns allait se dégager. Quand Roman Reigns a fait son spear à travers une table, c'était cool de voir comment Braun Strowman s'en sortir, parce que c'était pas évident. Roman Reigns est tout de même quelqu'un de très très fort. J'en ai plein le cul des Superman Punch. J'ai noté qu'est-ce que les Superman Punch sont lassants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Roman Reigns fait un Superman Punch, je soupire. Et puis au bout d'un moment, si vous voulez, je faisais de l'hyperventilation parce que j'ai... ce qui fait que ça. Donc voilà. Maintenant, la raison pour laquelle ce match a eu une mauvaise note, elle est plus ou moins évidente. C'est à partir du moment où les chiens de guerre, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, à partir du moment où les chiens de guerre sont intervenus. Donc Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Je préférais McIndolph personnellement. Ils sont intervenus en voulant rentrer dans la cage, mais ils n'y arrivaient pas. Là-dessus, Dean Ambrose et Seth Rollins, le reste du Shield, sont arrivés. Je me suis dit, comment est-ce que ça va impacter ce qui se passe à l'intérieur de la cellule? Et bien, la réponse a été très simple, ça n'a pas impacté ce qui s'est passé à l'intérieur de la cellule, puisque Roman Reigns et Braun Strowman sont restés allongés pendant 10 minutes à l'intérieur de la cellule, à rien faire. L'un des deux est champion universel. Je pense qu'ils ont envie qu'on déteste ce titre. Je pense que c'est le titre de la honte. Dolph Ziggler et Seth Rollins sont tombés de mi-cellule à travers les tables des commentateurs. C'était à la fois un peu prévisible et un peu nul à chier. Et surtout, ça n'a eu aucun impact sur le match. Et là-dessus, Brock Lesnar apparaît. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça... Voilà. Qu'est-ce que vous essayez de sauver, là? Parce que... Non, franchement, quand Brock Lesnar est apparu, je me suis dit, ça c'est très très cool. C'est très très cool parce que Brock Lesnar, il a aucune préférence entre Braun Strowman et Roman Reigns. Du coup, quand il est arrivé, je me suis dit, mais lequel des deux il va faire gagner? Lequel des deux il va attaquer et ça va profiter auquel des deux? Vous remarquerez que j'ai pas évoqué Mick Foley une seule fois depuis le début parce que Mick Foley n'a pas été un facteur dans ce match. C'est normal, c'est un catcheur. Parce que c'est un métier facteur également. Brock Lesnar est donc intervenu, a fait un F5 sur Roman Reigns. Non, un F5 sur Braun Strowman, puis un F5 sur Roman Reigns sur Braun Strowman. Et un arbitre a décidé que le match était fini. Parce qu'il pouvait plus combattre. Ils sont restés 10 minutes par terre à se reposer. Brock Lesnar est arrivé, il leur a fait un F5 et d'un coup c'est fini. Notamment à Roman Reigns qui s'est déjà bouffé 5 F5 et ça a pas suffi. Là ça a suffi. Narrativement c'est pas convaincant parce que les matchs Hell in a Cell sont des conclusions. C'est pas des matchs... c'est des matchs décisifs. C'est... je crois que c'est la deuxième fois en 20 ans d'existence que qu'un match Hell in a Cell n'est pas décisif. Du coup voilà, D+, parce que c'était nul, mais il y avait quelques petits côtés sympas. Le deuxième pire match de la soirée, sans vraiment de surprise, c'est Daniel Bryan et Brie Bella contre The Miz et Maryse. Maryse qui vient du Québec, je fais un accent qui n'a rien à voir avec le Québec, qui n'a rien à voir avec grand chose d'ailleurs. En fait, le gros problème de ce match, c'est que Brie Bella et Maryse sont mauvaises. Mais c'était prévisible du coup, c'était prévisible. C'est-à-dire que Daniel Bryan et The Miz ont fait de leur mieux pour rendre le match intéressant, mais Maryse, elle a tout botché. Elle avait d'ailleurs, ils le savent, les décideurs le savent, ils ont essayé de faire en sorte que les moments où les femmes s'affrontent duraient le moins possible, mais le peu de temps que ça durait, ça se voyait que c'était pas, c'était pas au poil de cul quoi. C'était très aléatoire. Ils ont pas arrêté de passer le tag. Ça a vraiment ruiné le rythme du match. Maryse, à un moment donné, a cassé une prise de soumission de Daniel Bryan sur The Miz, mais en le tapotant gentiment. Et Brie Bella, en fait, j'ai compris le problème que j'ai avec Brie Bella. C'est pas sur le ring, c'est aussi sur le ring, mais c'est surtout que elle joue mal en fait. C'est-à-dire que pendant tout le match, elle a pas arrêté de sautiller sur les bords du ring. Si bien qu'on voyait que ça, on voyait que Brie Bella qui... Et quand elle fait ça, mais putain, j'y crois pas une seconde, quoi. C'est-à-dire que... bah voilà, c'est ça, elle joue mal. Elle joue mal, et du coup, ça sonne faux.
Ah oui, bah oui, et puis à la fin, Maryse qui gagne contre Brie, mais de façon plus ou moins clean en fait. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait un petit paquet, elle a contré avec un autre petit paquet, et elle a gagné. Enfin bref, mauvais match. Je lui ai mis C-. C dans le sens où quand même les gars ont pas mal essayé de sauver la baraque, il y avait quelques spots qui étaient bien. C, c'est presque insultant pour Daniel Bryan. Donc ouais, C-, ça me paraît juste. Ensuite, j'ai été très généreux hein, pour ce PPV. Ouais, écoutez, j'étais dans l'engouement du moment. On va pas, je vais pas modifier mes notes maintenant. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça fait vivre la chaîne et vivre la chaîne, c'est important. Ensuite, nous avons New Day contre Rusev Day. Un match de kick-off assez sympa, c'est voilà, solide. Divertissant, ça a réveillé le public qui a mis un moment à passer la deuxième à passer la seconde sur les champs Rusev Day. Aiden English a été très divertissant en fait. Et c'est rare parce que généralement Aiden English il est sur le côté, que là il était sur le ring. Il a notamment fait l'accolade sur Kofi Kingston. Je pensais vraiment qu'ils allaient gagner parce que Big E a essayé d'interrompre l'accolade et Rusev lui a collé un mashka kick dans la face. Mais non, pas grand chose à dire sur ce match, il était bien et il était bien. C'est bien d'être bien. Ensuite, là ça va pas, là je vais pas me faire des amis, mais j'ai mis B+ au match Samoa Joe contre AJ Styles. Je trouve toujours qu'ils ont un espèce de faux rythme dans leur match qui fait que c'est difficile de rentrer dedans, c'est-à-dire que les spots sont très espacés et pas spécialement engageants. On n'est pas dans de l'échange de vivacité, Et d'ailleurs, quand AJ Styles accélère, tu te dis, putain, mais ça, je veux le voir, ça c'est bien. Mais c'est trop espacé dans le temps. Maintenant, le match était bien. J'ai beaucoup aimé la fin. Je sais que des gens l'ont pas aimé. Samoa Joe avait AJ Styles dans sa coquina clutch, c'est-à-dire sa prise de finition où il l'étrangle par derrière. AJ Styles s'est retourné. Du coup, ça a fait un tombé. Et au moment où l'arbitre comptait entre 2 et 3, AJ Styles a abandonné. Sauf que l'arbitre n'a pas vu. Du coup, Samoa Joe était sûr d'avoir gagné. Et dans le sens où AJ Styles a abandonné. Donc du coup, ça justifie un troisième match entre les deux hommes. Samoa Joe aurait dû gagner parce qu'AJ Styles a abandonné avant le compte de 3. AJ Styles prend les bumps avec beaucoup d'intensité, ça c'est clair. Ah oui, j'aime beaucoup l'enchaînement Powerbomb tombé, puis Boston Crab, puis STF, puis Crossface de Joe. Il avait déjà fait ça la dernière fois. J'aime beaucoup cet enchaînement, je le trouve très efficace et très fluide. C'est un peu comme la rivalité AJ Styles-Nakamura, c'est-à-dire ils ont beaucoup de matchs, mais à chaque fois leur match est meilleur, donc voilà, ça va peut-être finir avec un last man standing façon Nakamura et AJ Styles. Si c'est ça, moi ça me va très bien. Ensuite j'ai mis Alexa Bliss contre Ronda Rousey, je lui ai mis A-, je me trouve très généreux. Très généreux, je pense que c'est parce que je trouve Ronda Rousey vraiment géniale et je trouve Alexa Bliss vraiment géniale aussi dans des domaines différents. C'est-à-dire que Ronda Rousey, pour une figure qui est vraiment présentée comme imbattable, elle se met pas en scène comme ça. Elle vend vraiment les attaques d'Alexa Bliss avec beaucoup d'intensité, j'ai envie de dire de sincérité. Ronda Rousey joue vachement bien. Enfin, elle joue bien. Alexa Bliss, elle joue très bien, elle par contre. Il y a le moment où elles échangent, où Alexa Bliss se fout de la gueule de Ronda Rousey, et Ronda Rousey revient et lui colle un powerbomb, mais d'une violence. Je crois que c'est ce spot-là qui m'a fait mettre un A et que j'avais pas envie de mettre moins. Enfin si, du coup j'ai mis A-, mais j'avais pas envie de mettre moins qu'un A. Oh, et t'as compris. Donc ouais, ça a été intelligent de pas en refaire un squash match. C'est-à-dire, faut protéger un peu Alexa Bliss aussi. Jusqu'à récemment, c'était la catcheuse la plus forte de Raw. Faut pas lui enlever ça, quoi. Puis il faut que Ronda Rousey... je bave. Et puis il faut que Ronda Rousey ait de la compétition. Qu'est-ce que j'ai noté? Les fringues de Rousey sont bizarres. C'est vrai, moi, du passé. Merci. Oui, les fringues d'Alicia Fox, ça devrait être interdit. Globalement, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que Ronda Rousey confirme voilà, qu'elle est une bonne catcheuse. Elle devient une catcheuse encore plus complexe, encore plus complète surtout. C'est-à-dire que son répertoire varie. Elle apprend, elle grandit et vraiment c'est très cool. Et puis aussi tout le cirque autour des femmes alentour, c'est-à-dire Natalia, Mickie James et Alicia Fox, qui servent vraiment d'outils scénaristiques pour leur rivalité. C'est daté, et puis
surtout Mickey James et Natalia, elles méritent mieux que ça. Match suivant qui a également eu un A-, c'est Becky Lynch contre Charlotte Flair. J'aurais aimé lui mettre un vrai A, le problème c'est que si la décision finale était bien, si le finish était vraiment chouette, disons que pour le couronnement de Becky Lynch, j'aurais préféré un match vraiment épique, et c'était pas ça. Ouais, si à un moment donné, Charlotte Flair a fait un sit-out powerbomb de toute beauté, j'ai vraiment cru qu'elle allait gagner, mais non. Becky Lynch joue très bien, bah oui, mais ça, Becky Lynch, c'est son gros point fort, c'est que dans une division qui est un peu rigide sur le jeu, quand c'est pas totalement pathétique, bonjour Asuka, je parle de ce qu'ils font d'Asuka en ce moment. Asuka en ce moment, son personnage, c'est que elle comprend pas l'anglais. Parce qu'elle est japonaise. C'est normal qu'elle puisse pas bien jouer, c'est pas sa langue et c'est pas... Enfin, c'est une catastrophe. Ce qu'ils font d'Asuka, c'est une catastrophe. Bref, et j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé qu'elle gagne, ça c'est vraiment... C'était vraiment important. Maintenant, bon bah... voilà, comme j'ai dit, c'était pas un match d'anthologie. Donc j'espère que leurs rematchs seront meilleurs. On enchaîne avec les 2 meilleurs matchs de la soirée que je vais départager. Ouais, si quand même. Deuxième meilleur match de la soirée, meilleur match de la soirée. Deuxième meilleur match de la soirée, Randy Orton contre Jeff Hardy. Je pensais que c'est audacieux de faire commencer un PPV par Randy Orton parce que c'est pas exactement le gars le plus engageant du roster. Et puis, ils ont décidé de mettre l'accent sur le gore. Bon, très globalement, le match valait surtout pour l'histoire de violence qu'il racontait. Je sais que c'est du catch et que c'est censé être violent. Là, c'était vraiment... tu sentais vraiment que Randy Orton avait pour ambition de détruire Jeff Hardy. Et que Jeff Hardy, en retour, avait pour ambition de détruire Randy Orton pour se protéger. Il y a... Et puis la fin, quoi. La fin, Jeff Hardy a réussi à se lancer du haut de la cage sans sortir de la cage. Fallait le faire. Donc c'était de loin le meilleur match Hell in a Cell de la soirée. Notamment le fait que l'arbitre va pour faire évacuer Jeff Hardy parce qu'il peut plus se battre. Et Randy Orton dit avant que tu l'évacues, je fais mon tombé. Voilà. Là tu comptes. L'arbitre compte. Et voilà. Là j'ai gagné. Là tu peux l'emmener. Voilà. Randy Orton est vraiment un enfoiré. Plein de spots hyper dérangeants. Ah oui, c'est vrai que Jeff Hardy a fait un Senton Bomb sur une chaise sur Randy Orton. Et ça n'a pas suffi. Randy a eu un bout de cuisse qui s'est détaché. Ça doit faire très très mal. Bref, ce match était un peu un retour au match hardcore du temps jadis. Toute proportion gardée, hein, c'était pas... il n'y avait pas le barbelé, il n'y avait pas les punaises et tout. Mais c'était un petit rappel de... Ça avait un peu ce goût-là. Le goût du sang et de l'acier. Donc ça, c'est pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée, et le meilleur match de la soirée, mais c'est pas une surprise, il suffit de regarder qui y a dedans. Mais bizarrement, alors c'est McIndoff contre le Shield, enfin les chiens de guerre contre les 2 tiers du Shield, le Shield. Bizarrement, les 2 meilleurs hommes de ce match, ça a été Dean Ambrose et Drew McIntyre. Que j'aurais pensé que ce serait Seth Rollins et Dolph Ziggler. Après, bon, alors le match a eu un A évidemment. Donc Dean Ambrose, il a rien perdu du charisme qu'il avait. Camille m'a fait remarquer que Drew avait effectivement un slip Jurassic Park. C'est pas ce qui a rendu le match meilleur, mais c'était rigolo. Alors attendez, là je vais prendre mes notes parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ce match. J'ai écrit Dean Ambrose m'avait manqué, je m'en étais même pas rendu compte. Et à un moment donné, Dolph Ziggler tente le superplex à la Seth Rollins, mais échoue. Ça c'est cool, j'adore quand ils essaient de se voler leurs prises respectives. Rollins soigne vachement bien les hot tags. À chaque fois que Rollins doit faire un hot tag, qui que ce soit qui est en face, lui je peux te dire que même si ça avait été Brie Bella en face, le public aurait accueilli Brie Bella avec ouais vas-y Brie. Puis dès qu'elle aurait fait des trucs, il se serait rendu compte que Dean Ambrose et Drew McIntyre ont une excellente alchimie tous les deux. Ah oui, ça c'était tellement cool, cette Rollins a tenté un tombé suicida sur les chiens de guerre. Ils l'ont rattrapé. Mais Dean Ambrose a fait un tombé suicida sur les 3, voilà, vu que de toute façon Seth Rollins allait prendre, autant que tout le monde prenne. Seth Rollins a fait un genou, je sais pas comment s'appelle cette prise, il l'appelle le genou, donc je vais l'appeler le genou. Seth Rollins a fait un genou sur Drew McIntyre, Dolph Ziggler a tenté le petit paquet, Seth Rollins a réussi à le retourner pour retenter un petit paquet, Dolph Ziggler s'en est sorti, il a fait un zigzag, et seulement 2. Je le détaille parce que là j'y ai vraiment cru, ça ressemblait vraiment à une fin de match. Et non, Seth Rollins de tenter le super kick suivi d'un frog splash et ça suffit toujours pas. Il y a eu beaucoup de near fall et c'était vraiment très 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 intense comme match. Mais la fin était vachement bien. Seth Rollins allait tenter son Falcon Arrow sur Dolph Ziggler
Mais au moment où il allait le faire, c'était millimétré hein, comme prise. Drew McIntyre a casé sa clé mort, donc sa prise de finition. Et Dolph Ziggler est du coup tombé bloup sur Seth Rollins. Et du coup, il y a eu le tombé, et du coup, il a gagné. Et Drew McIntyre, ça j'ai trouvé ça très classe, Drew McIntyre est reparti avec Dolph Ziggler sur les épaules et les 2 ceintures. Je me demande si Drew McIntyre est pas l'homme du PPV, là, pour le coup. Je vais réfléchir à ça quand je ferai mes stats. Bref, voilà. Hell in a Cell était en tout un bon PPV. Vraiment, je l'ai trouvé bien. Il y a eu 2 matchs qui étaient vraiment en dessous, mais les autres matchs, ceux qui n'étaient pas en dessous, étaient vraiment bons. Après, c'est mon avis. J'ai l'impression que j'ai un avis minoritaire. J'ai l'impression que pas mal de gens ont été déçus par Hell in a Cell. Bon, bah, tous les goûts sont dans la nature. Comme disent tous les gens qui ont des goûts de merde. Non, vraiment, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai passé un bon moment. J'aime beaucoup Ronda Rousey. Je suis très content que Becky Lynch soit championne. Je suis content de revoir un match AJ Styles contre Samoa Joe. Le main event de Raw est toujours à chier, mais ça, tant qu'ils auront pas appris à booker Roman Reigns correctement et qu'ils arrêteront de considérer qu'une intervention de Brock Lesnar fait que les catcheurs peuvent plus participer. C'est le problème aussi, c'est qu'ils les ont bâtis tous les 3 comme des gars inarrêtables. Bah du coup, quand ils sont arrêtés, on se dit, bah c'est pas cohérent. Voilà, on se retrouve... Alors normalement, je vous sors une parenthèse dimanche prochain. Normalement. Donc maintenant que je l'ai dit, j'espère que je vais le faire. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Salut. Attendez, ne partez pas tout de suite s'il vous plaît. Dites aux gens pour Links Off, hein, c'est important. J'ai besoin de vos partages et j'ai besoin de votre amour. Soyez chou. Là, vous pouvez y aller.